Comme vous le verrez, si vous avez l'occasion de le lire, je divise mon analyse de l'état actuel de l'Europe en trois parties. Il y a une première partie géopolitique. Je crois fondamentalement à l'importance de la géopolitique pour comprendre la construction, ce que nous appelons à tort la construction européenne. Quand je dis géopolitique, j'emploie le terme dans le sens littéral, géographie politique. Je pense que la géographie politique, la structure géographique du continent européen et le rôle qui est joué dans le continent et sur le continent par les puissances extérieures, je pense que cette géopolitique est absolument essentielle pour comprendre l'évolution européenne dans le passé et dans l'avenir. Ensuite, j'ai une partie économique, où je parle essentiellement de l'euro. Je parle de l'euro non pas tellement en tant qu'économiste, que je ne suis pas, mais plutôt en tant que constitutionnaliste. Je pense que l'euro, et ce qu'on appelle là aussi à tort la crise de l'euro, nous montre à quel point le système européen, le système de l'Union européenne, est structurellement pervers, structurellement défaillant. J'insiste beaucoup sur ce point. Et la troisième partie de mon analyse est historique. Parce que là aussi, je pense que nous devons, ça rejoint un peu ce que je dis aussi sur la géopolitique des institutions issues du traité de Maastricht, mais si nous remontons aux origines de la construction européenne, comme nous l'a dit tout à l'heure Jean-Luc Schaffhauser, eh bien nous comprenons mieux les impératifs géopolitiques et nous comprenons mieux et surtout pourquoi et comment l'Union européenne est un projet dévoyé par rapport au projet original de la construction européenne, qui est celle, comme l'a dit Jean-Luc, de Churchill, mais de bien d'autres encore, décidée au congrès de La Haye en 1948. Un congrès dont on fait abstraction totale dans l'histoire officielle de l'Union européenne. Si je commence avec la partie géopolitique, vous avez devant vous, mesdames et messieurs, quelqu'un qui a été récemment adoubé par un ancien ministre de l'Europe de Tony Blair comme l'un des architectes intellectuels de l'euroscepticisme britannique. Donc je vais commencer par vous dire que je considère que le Brexit est une catastrophe. Non pas, bien sûr, pour l'Union européenne, rassurez-vous, au contraire. Non pas pour le Royaume-Uni, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est un lapsus. Cette catastrophe, c'est une catastrophe pour l'Union européenne. Les partisans du Remain disent que c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, qui est un pays avec ses forces et ses faiblesses. Ses faiblesses sont nombreuses, j'en suis bien conscient, étant originaire de ce pays. Mais c'est une catastrophe absolument sans appel pour l'Union européenne et pour son avenir. Ceci pour plusieurs raisons. Des raisons ponctuelles, mais aussi des raisons plus fondamentales. C'est une catastrophe très concrètement pour l'Union européenne, parce que, étant le deuxième contributeur net, le départ du Royaume-Uni va impliquer un trou budgétaire dans les finances de l'Union européenne d'entre 10 et 20 milliards d'euros par an. Ensuite, le départ du Royaume-Uni, première puissance militaire de l'Europe, implique la fin décisive de toute idée, illusoire d'ailleurs, mais de toute idée de défense européenne. La défense européenne, ce qu'on appelait à tort la défense européenne, était, vous le savez, essentiellement franco-britannique. Avec le départ du Royaume-Uni, la défense européenne, je dis à tort, pourquoi les appeler défense européenne à tort, puisque bien évidemment, la défense européenne, elle est donnée en sous-traitance à l'OTAN, ça nous le savons, donc il n'y a pas de vraie défense européenne. Mais dans la mesure où l'Union européenne a voulu se doter de capacités militaires, eh bien, ces capacités militaires sont essentiellement britanniques et françaises. Et avec le départ du Royaume-Uni, non seulement ce projet de défense européenne parallèle à l'OTAN vole en éclats, mais la France perd dans le jeu géopolitique avec l'Allemagne un élément de contrepoids considérable. Je pense que la France est le premier perdant du Brexit. La France, avec le Brexit, se trouve
en juin 40. Sauf qu'à la différence de juin 40, le Royaume-Uni, cette fois-ci, ne fera rien pour sauver le continent. Il va au contraire se tourner vers le grand large, comme l'avait dit le général de Gaulle. Mais le Brexit est une catastrophe pour l'Union européenne parce que, et je tiens beaucoup à souligner ce point, le Brexit est loin, très loin, d'être un cas exceptionnel. Il n'y a absolument aucun exceptionnalisme britannique dans cette histoire. Les commentateurs pro-européens ironisent, n'est-ce pas, depuis longtemps sur la demi-appartenance britannique au Royaume-Uni, parce que au moment de Maastricht, le Royaume-Uni, comme tout le monde sait, n'a pas adhéré à l'euro. Mais cette demi-appartenance, elle est devenue maintenant, peut-être pas la règle, mais en tout cas, elle a été copiée par d'autres pays, par la Suède, par la Pologne, par la Tchéquie, par tous ces pays qui pourraient demain, s'ils voulaient, adopter l'euro, mais qui ont décidé de ne pas le faire et qui, entre parenthèses, se trouvent dans une situation de parfaite illégalité. Non, le Brexit, le cas britannique est tout sauf exceptionnel. Il est tout sauf exceptionnel. Tout d'abord, le Brexit intervient à un moment où d'autres rapports avec d'autres pays tiers, puisque le Royaume-Uni sera bientôt un pays tiers, tombent eux aussi en ruine. Les rapports avec la Turquie, que l'on soit pour ou contre l'intégration de la Turquie ou de bons rapports avec la Turquie, force est de constater que les rapports avec la Turquie, qui depuis 1963 sont encadrés dans un cadre institutionnel avec la pré-candidature annoncée en 1963, la candidature officiellement déposée en 1987, et puis les étapes des négociations, vous le savez, vous qui travaillez ici mieux que moi, que l'Union européenne a mis un arrêt ferme et final à cette procédure vieille maintenant de 50 ans, avec des décisions prises par le Parlement européen et par le Conseil européen l'an dernier. Autrement dit, le cadre institutionnel des rapports entre l'Europe, entre l'Union européenne et la Turquie, tombe en ruine exactement comme les rapports avec le Royaume-Uni. Et puis, troisième exemple, la Russie. La crise ukrainienne a fait voler en éclats tout rapport institutionnel avec la Russie. L'Union européenne avait des rapports institutionnels, donc, avec ces trois puissances périphériques, qui sont le Royaume-Uni, la Turquie et la Russie, et tous ces trois rapports, maintenant, d'un point de vue institutionnel, sont en ruine. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ces rapports individuels et institutionnels avec les pays tiers, avec les pays périphériques au continent européen? Eh bien, parce que depuis la signature du traité de Maastricht, l'idée motrice de la construction européenne est une idée conçue dans la chancellerie allemande en juin 1989, juste après la visite de Gorbatchev à Bonn. Quand Gorbatchev a expliqué, en se taisant à un moment clé de la conversation avec Kohl, que l'Union soviétique ne s'opposerait pas à la réunification allemande, et que donc un vide géopolitique allait s'ouvrir dans le centre de l'Europe, en Allemagne d'abord, mais aussi dans les autres pays du pacte de Varsovie, deux conseillers, Michael Mertes et Norbert Prill, ont publié dans le Frankfurter Allgemeine un papier sur l'Europe des cercles concentriques. Et dans leur projet, la communauté européenne, qui était alors composée de 12 membres, devait être restructurée autour d'une fédération, d'une vraie fédération composée de 6 membres, que les deux conseillers ont appelés les États-Unis d'Europe. Ensuite, deuxième cercle, les autres 6 membres de la communauté européenne. Et puis, dans les cercles concentriques successifs, les pays membres des pays de l'Europe centrale et orientale, et ensuite la Russie. Et le tout devait exercer une force d'attraction sur la totalité du continent. Ce concept sera connu plus tard sous le nom Kern-Europa, l'Europe du noyau dur, popularisé par Wolfgang Schäuble et Karl Lammers, deux personnalités de la CDU.
Mais elle a été conçue en fait dans la foulée de cette annonce faite par Gorbatchev à Bonn en 1989. Et cette idée que l'Europe devait exercer une force d'attractivité et devrait se constituer en quelque sorte comme une sorte de système solaire avec au milieu une fédération européenne et puis les autres groupes de pays qui orbiteraient autour de ce noyau dur, eh bien c'est ce système-là qui, avec le Brexit et avec la rupture des rapports avec la Turquie et la Russie, vole en éclats. C'est toute une logique de construction vieille maintenant de 25 ans qui arrive à son terme. Les obsèques de Helmut Kohl qui ont eu lieu ici l'an dernier, en grande pompe, expriment sur le plan symbolique le fait que cette ère-là est révolue. L'ère instaurée par Kohl en 89, elle est révolue. La logique d'attractivité n'est plus d'actualité. Pareil, vous le savez, c'est pas vous que j'apprendrai, pareil à l'intérieur de l'Union européenne, avec des élections d'affilée où les partis contestataires sont portés au pouvoir. Le cas italien n'est que le dernier exemple, mais on peut multiplier les exemples, que ce soit en Autriche, en Allemagne ou ailleurs, et puis bien sûr la résistance de plus en plus ouverte de la part des pays du Visegrad. Donc toute cette logique est maintenant en ruine. Et c'est la raison pour laquelle le Brexit n'est pas du tout un événement exceptionnel, mais bien au contraire, un symptôme d'une tendance généralisée. Un symptôme et un symbole de la fin d'une certaine ère. C'est la raison pour laquelle il faut penser l'avenir et l'après l'Union de Bruxelles. Dans la deuxième partie donc de mon papier, je passe à une analyse de l'euro. L'euro, pourquoi? Parce que l'euro a été conçu, vous le savez, comme l'instrument de cette politique des cercles concentriques. L'instrument, c'était ça le but de l'euro. L'euro avait pour but politique de créer le noyau dur dont les deux conseillers et ensuite Lammers et Schäuble ont parlé. Alors, on nous a promis tout avec l'euro. Vous vous souvenez peut-être d'un papier qui, à ma connaissance, n'a été publié qu'en anglais. Je vais vous donner le titre en anglais, One Market, One Money, même si ce papier porte la signature du président de la Commission européenne d'alors, qui était Jacques Delors. À mon avis, il n'existe pas en version française. Et dans ce papier, la Commission nous promet tout. Il relève d'une irresponsabilité rare que de voir une instance publique traiter avec autant de légèreté une question économique d'une si grande ampleur. Puisque si vous relisez maintenant, 30 ans après ou 27 ans plus tard, ce papier, vous verrez que nous avons affaire à des irresponsables, à des gens, à des propagandistes. L'euro devait promouvoir la stabilité, la croissance et l'emploi. Nous avons eu l'instabilité, la stagnation et le chômage. Mais je répète, je ne suis pas économiste. D'autres parmi vous savent mieux que moi quels sont les effets économiques de l'euro. Mais je montre dans mon papier des graphiques qui vous rappelleront les tristes faits. Le fait est qu'en 1990, le PIB par habitant dans la zone euro était 78% du PIB par habitant américain. 78%. Aujourd'hui, il est 60%. Donc cette monnaie unique qui devait aider l'Europe à concurrencer le modèle américain est un échec absolu. Mais absolu. L'écart s'est creusé avec les États-Unis. Il ne s'est pas refermé. Et je répète, mon analyse est surtout constitutionnaliste. Nous pensons à tort, enfin nous pensons, pas ici, mais les gens à tort disent la crise de l'euro, c'est derrière nous maintenant, etc. C'est totalement faux.
C'est totalement faux. Tout d'abord parce que la résolution, à chaque fois que... En fait, ce qui s'est passé, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que l'euro est chrysogène. L'euro, c'est l'euro lui-même qui est à l'origine de la crise de l'euro. Et on ne résout les crises de l'euro, soi-disant, qu'en créant les conditions pour de nouvelles crises à l'avenir. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Je rappelle très brièvement les éléments, mais encore une fois, je pense que vous les connaissez. Quand l'euro a été créé, la croissance dans les pays du Sud était relativement élevée par rapport à celle de l'Allemagne. Vous vous souvenez du tigre celte d'Irlande, le tigre celte, vous vous souvenez de la forte croissance en Espagne et ailleurs. Alors cette forte croissance, c'était un moment où la croissance en Allemagne avec les réformes Hartz était très faible. Ce décalage entre la croissance dans les différentes parties de la zone euro a eu comme résultat que les taux réels étaient plus élevés en Allemagne qu'en Espagne. Les taux réels étaient plus élevés, puisque les taux réels, c'est quoi? C'est les taux sur le marché moins le taux d'inflation. Quand vous avez une situation où les taux réels sont artificiellement bas, artificiellement à cause de l'euro, inéluctablement, vous créez des conditions pour des bulles spéculatives. Parce qu'il est très facile d'emprunter à un taux bas pour investir dans un pays où le rendement est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on appelle, c'est la définition même d'une bulle spéculative. Donc l'euro a créé des bulles spéculatives dans les pays du Sud. Si nous parlons de la crise de l'euro, eh bien, elle a concerné 5 pays membres de la zone euro. C'est presque 50% du total, c'est 47, je crois, du total. Irlande, Portugal, Espagne, Chypre et bien sûr la Grèce. Mais nous ne nous souvenons aujourd'hui que du cas grec. En réalité, la crise de l'euro est intervenue donc au moment où les bulles ont explosé, est une crise qui a concerné 5 pays et non pas un seul. Mais je répète, c'est l'euro lui-même qui a créé les conditions, d'abord pour la bulle, ensuite pour l'explosion de la bulle, et de même les solutions apportées aux conséquences de l'explosion des bulles, qui consiste à pousser les pays du Sud dans la récession, qui est en elle-même une autre forme de crise, montre comment, à chaque fois, la réponse à une crise, c'est de créer une nouvelle crise. Donc, bulle, explosion, récession, et puis ensuite, assouplissement quantitatif. Assouplissement quantitatif d'entre 60 et 80 milliards d'euros par mois depuis 2015. Une création monétaire, j'allais dire son précédent, mais malheureusement, la Banque d'Angleterre et la Fed font la même chose, mais une création monétaire gigantesque, qui ne peut pas, me semble-t-il, ne pas créer les conditions pour une autre crise, peut-être une crise de l'inflation. Mais le point essentiel, si vous voulez, encore une fois, ce n'est pas de montrer du doigt les défauts économiques, c'est surtout de dire que l'euro, c'est le socialisme à l'échelle du continent. C'est le socialisme à l'échelle du continent parce que l'euro, tout comme Schengen, et d'une certaine manière, tout comme le reste de l'Union européenne, est un système qui protège les acteurs des conséquences négatives de leurs propres décisions. C'est là où il faut retenir le dysfonctionnement systémique de l'euro comme des institutions européennes en général. C'est justement en communautarisant les compétences politiques que l'on protège chacun des acteurs des conséquences de ces actes. Si je prends le parallèle de Schengen, nous parlons depuis 2 ans, 3 ans de la crise des migrants. En réalité, la crise des migrants, les flux industriels que connaît l'Europe, n'ont pas commencé en 2015. J'ai moi-même
visité le camp à Sangatte, à Calais, j'habitais alors en Angleterre, à la fin des années 90, les réfugiés à Calais, ça commence très précisément, mais très précisément, en 1994, quand l'Italie intègre les accords de Schengen. L'Italie qui est bien sûr un État frontalier au sud de l'Europe et qui est face à l'Afrique. Pourquoi, du jour au lendemain, l'adhésion de l'Italie a-t-elle abouti à un camp de réfugiés à Calais? Eh bien, parce que les Italiens, tout comme les Grecs, savaient fort bien qu'ils pouvaient très bien, ils n'aimaient pas beaucoup cela, mais en fait, leur solution à l'arrivée des migrants sur leur territoire était de dire, bah, allez-y, allez-y. Et en France. Oui, en France, non, mais ceux qui sont à Calais voulaient aller en Angleterre. Mais ceux qui voulaient aller en Allemagne, qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent venir en Angleterre, on ne les voit pas. Calais est une illusion optique, en fait. Calais n'existe que parce qu'il y a la Manche. S'il n'y avait pas la Manche, vous ne verrez rien à Calais. Tout comme vous ne voyez rien quand les migrants vont en Allemagne ou en Scandinavie. Eh bien, de même, l'euro est un système de mise en commun des compétences économiques qui protège les acteurs des conséquences de leurs décisions. Et nous le voyons avec l'assouplissement quantitatif, je répète, 60 à 80 milliards d'euros par semaine, des achats par mois. Qu'est-ce que j'ai dit? Par semaine. Pardon, par mois. Enfin, des centaines de milliards d'euros. Eh bien, en soutenant... 1000 milliards par an. En faisant baisser les taux artificiellement, cela protège là aussi les États des conséquences de leur surendettement. Donc, j'insiste sur le concept de parasitisme structurel, et de hasard moral, c'est-à-dire le socialisme à l'échelle du continent. Voilà pourquoi, tout comme pour Schengen, tout comme pour la crise des migrants, les seules solutions envisageables, nous l'avons vu en 2016, sont des solutions nationales et unilatérales. Dans ma troisième partie, mais tout cela est lié, d'ailleurs je fais abstraction d'un autre chapitre qui est peut-être moins important, j'essaie de démontrer les origines historiques de la construction européenne. J'ai beaucoup travaillé cette question, j'ai fait plusieurs conférences sur le sujet, et à chaque fois je fais de nouvelles découvertes. Tout simplement, si vous regardez l'histoire et les origines de la construction européenne entre 1948, la date du congrès de La Haye, et 1950, le 9 mai 1950, mai 1950, il y a deux dates clés. Le 5 mai 1950, c'est l'entrée en vigueur du traité de Londres, qui crée le Conseil de l'Europe, et le 9 mai 1950, c'est la déclaration Schuman. 1948, c'est le congrès de La Haye. Le congrès de La Haye est convoqué par les gouvernements européens. C'est le modèle même d'une assemblée pan-européenne, enfin pan-européenne, il n'y avait pas d'Europe de l'Est, mais internationale au niveau européen, qui a rassemblé quelque chose comme 750 délégués. C'est le modèle même d'un acte fondateur d'une nouvelle Europe. Contrastez, s'il vous plaît, dans vos esprits, et si vous n'y arrivez pas, j'ai mis une photo des deux Europes à la page 89. Les deux images sont très parlantes. Le congrès de La Haye, avec ses 750 délégués, dont plusieurs anciens premiers ministres français, Konrad Adenauer, Churchill, qui présidait et dominait en quelque sorte ce congrès qui va donc accoucher du Conseil de l'Europe 2 ans plus tard. Contraster cette image-là avec l'image on ne peut plus autoritaire d'un ministre qui lit un communiqué et qui ensuite quitte la salle sans prendre des questions. Ça, c'est la déclaration de Schuman.
dans mon analyse de l'histoire de la construction européenne, l'histoire des origines de la construction européenne, je démontre comment le Congrès de La Haye a été le théâtre d'un affrontement entre fédéralistes et intergouvernementalistes. Les fédéralistes étaient européens, bien sûr, mais les intergouvernementalistes aussi. Et le rôle de Churchill, mais pas seulement de lui, a consisté à imposer une victoire, si vous voulez, pour les intergouvernementalistes, qui ont refusé toute supranationalité dans ce qui est la première construction européenne, le Conseil de l'Europe. Cette victoire a beaucoup agacé les fédéralistes européens. Il y avait, entre parenthèses, ce n'était pas que Churchill. La politique britannique vis-à-vis de la construction européenne n'a pas varié en fait depuis 1948, puisque les travaillistes étaient tout aussi opposés au supranationalisme que les conservateurs. Churchill n'était plus au pouvoir. Et les fédéralistes ont voulu avoir leur revanche. Et c'est comme un acte de sabotage qu'il faut comprendre la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Sabotage de la première construction européenne et le Conseil de l'Europe. Parce qu'avec la déclaration Schuman, une déclaration qui, je vous le rappelle, a été élaborée dans le secret le plus total, Jean Monnet dit qu'il n'y avait il n'y a eu que 9 personnes qui étaient dans le secret. Cet acte de sabotage avait pour but de saboter le Conseil de l'Europe qui avait vu le jour 4 jours plus tôt, le 5 mai 1950. Je rajoute au conflit entre fédéralistes et intergouvernementalistes la très vieille rivalité anglo-française, puisque bien sûr, si le Conseil de l'Europe a accouché du traité de Londres créant le Conseil de l'Europe, eh bien, il fallait bien que la France riposte avec la CECA, avec la communauté du charbon et de l'acier, qui entrera en vigueur en 1951 avec le traité de Paris. Mais cet acte de sabotage, et j'insiste beaucoup sur l'aspect conspirationniste des origines de l'Union européenne, conspirationniste puisque personne n'était au courant, cet acte de sabotage avait donc d'abord pour but de neutraliser le Conseil de l'Europe, qui est maintenant acquise puisque plus personne ne parle jamais du Conseil de l'Europe, et surtout aussi de créer, en neutralisant le Conseil de l'Europe, de créer une structure supranationale. La haute autorité de la CECA, qui est le précurseur de la Commission européenne, représentait cet élément supranational que les fédéralistes voulaient avoir dans la construction européenne à tout prix. Il faut rajouter à cet élément, à ce conflit entre intergouvernementalistes et fédéralistes, le rôle joué par les Américains et surtout par la guerre froide naissante. J'ai dit au début de mes propos que la géopolitique est essentielle pour comprendre la construction européenne. Je le redis à propos de 1950. 1950, c'est le vrai début de la guerre froide. La guerre froide, elle est en préparation. Le long télégramme de Kennan en février 1946, le coup de Prague en février 1948, le blocus à Berlin en juin 1948. Mais le vrai début, si vous voulez, de la guerre froide, c'est la guerre de Corée qui éclate en juin 1950, où la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Et les Occidentaux ont cru, non sans raison, que la même chose pourrait arriver en Allemagne, que les forces soviétiques pourraient envahir l'Allemagne fédérale, l'Allemagne occidentale. Et leur réponse à ce défi, qui à l'époque n'était peut-être pas déraisonnable, leur interprétation, et pour la mettre dans un giron occidental qui allait être dans la destination, dans la vocation, était de mener ou d'être capable de mener une guerre terrestre, une guerre classique contre les forces soviétiques. Nous parlons de guerre froide, mais qui pouvait savoir en 1950 qu'elle serait froide?
Personne ne savait qu'elle resterait froide. Elle aurait très bien pu ne pas être froide, elle aurait pu être une vraie guerre. Au moins, c'est comme ça que les Américains ont vu les choses. Donc, le but de la CECA et de la Communauté européenne de défense, qui sera annoncé le 4 octobre 1950 par René Pleven, j'insiste beaucoup sur les dates, puisque c'est avec la proximité des dates que vous comprenez le contexte et vous comprenez à quoi les gens réagissaient. Le but de ces deux étapes, dont l'une ne sera jamais réalisée, la CED sera rejetée, vous le savez, en 1954, c'était d'unir l'Europe militairement et politiquement. Militairement et politiquement. De réarmer l'Europe, de mettre ensemble la production du charbon et de l'acier, dans le but de poser une opposition militaire à l'Union soviétique. Et c'est à ce moment-là, fin 50, début 51, en parallèle, les Américains annoncent en septembre 1950 qu'ils vont installer des troupes de façon permanente en Europe occidentale, et l'OTAN va acquérir fin 50, début 51, son caractère supranational. N'oublions pas que si le traité de Washington est signé en 49, l'OTAN n'obtient son caractère supranational que à ce moment-là, que en 50 et 51, avec le commandement intégré. Le commandement intégré n'est créé qu'un an après la signature du traité de Washington. Tout cela fait partie d'un ensemble. De même que la division de l'Allemagne le 23 mai 1949 fait partie d'un ensemble avec la création du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949, mais ce Conseil de l'Europe, dont ni les Américains ni les fédéralistes européens ne voulaient, parce qu'il n'était pas suffisamment supranational. Tout cela nous amène donc à la conclusion. Pour l'euro, j'avais fait ce que Jonathan Swift aurait appelé une proposition modeste. Je pense que si le programme du Front National a été perçu comme anxiogène pendant les présidentielles sur l'euro, c'est parce que si on veut en finir avec une mauvaise monnaie, il faut le faire en proposant une meilleure monnaie. On ne peut pas préannoncer une dévaluation et l'introduction d'une monnaie faible, dont la vocation est de dévaluer. Ça ne se fait jamais. Il faut au contraire proposer une meilleure monnaie. Et ma proposition modeste, qui est très réactionnaire, rassurez-vous, c'est de s'inspirer des derniers développements dans le domaine monétaire, je pense surtout au Bitcoin, qui est un moyen de paiement non étatique, ce n'est pas l'élément pour moi essentiel, mais dont l'offre est limitée. C'est ça l'essentiel du Bitcoin, l'offre est limitée. Moi j'ai proposé dans ce petit papier que la France prenne l'initiative pour l'après-euro en proposant au marché, aux utilisateurs, un moyen de paiement qui serait basé sur le Bitcoin et sur tous les autres moyens de paiement virtuels, mais qui serait convertible en or, qui aurait donc une lisibilité totale et une simplicité très supérieure à celle du Bitcoin, qui est générée, comme vous le savez, par des algorithmes d'ordinateur que personne ne comprend. Voilà la proposition que je fais pour l'euro. Et de même, et c'est la conclusion que je tire donc de cette analyse historique, quand il s'agit de rompre comme il faut le faire avec ce système, je répète, socialiste à l'échelle d'un continent, qui consiste à protéger tout le monde des conséquences de ses propres actes, eh bien, il faut avoir une solution de rechange. Et cette solution de rechange, elle est là, sous nos yeux. Elle est même ici, dans cette ville. Les traités qui ont créé le Conseil de l'Europe, ils sont en vigueur. Le Conseil de l'Europe fonctionne. Je ne fais pas l'éloge du Conseil de l'Europe en tant que tel, mais ces structures existent. Elles existent et elles ont le mérite de ne pas être supranationales. Elles ont le mérite d'inclure la totalité du continent, à la différence de l'Union européenne, qui, comme je l'ai dit au début de mes propos, a rompu ses rapports institutionnels avec les pays périphériques de l'Europe, Russie, Turquie, Royaume-Uni. Et surtout,
Cette politique, qui me semble gagnante dans la mesure où, vous le savez mieux que moi, c'est la tendance électorale générale, nous donne la possibilité de dire nous ne quittons pas l'Europe, c'est ce que disent aussi les Britanniques, ce qui est vrai. Nous sortons des institutions de Bruxelles pour revenir aux sources, aux origines de la construction européenne et pour trouver donc une Europe, non pas la petite Europe de Bruxelles, mais la grande Europe de Strasbourg qui est, je l'espère, notre avenir. Merci.